Aujourd'hui, les Français n'ont plus vraiment confiance dans leur justice. On a un substitut du syndicat de la magistrature. Le mot d'ordre de son discours, c'est « soyez partiaux ». En tant que juge, il faut être partiaux. C'est une analyse purement marxiste, valoriser l'ouvrier contre le patron, le voleur contre le policier, l'épouse contre le mari, l'enfant contre les parents. Quand on a affaire à des juges comme ça, oui, la question de leur partialité ou de leur absence de neutralité se doute. Si moi, demain, je suis jugé par l'un d'entre eux, est-ce qu'il saura garder sa neutralité et son impartialité? Parce qu'en démocratie, le pouvoir vient du peuple. Or, le juge n'étant pas élu, il ne peut prétendre au rôle de pouvoir. Les juges sont jugés par eux-mêmes, par d'autres juges, et l'examen des sanctions disciplinaires apportées au comportement déviant est sidérante. Un juge convaincu de harcèlement sexuel sur plusieurs de ses subordonnés et de management toxique sera simplement déplacé de juridiction. Ce n'est plus les Français qui décident des lois qui s'appliquent en France. Le problème n'est pas d'ordre technique et juridique, le problème est d'ordre politique. Le Conseil constitutionnel a du sang sur les mains. Bonjour Monsieur Saint-Germain. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. On vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre ouvrage « La République des juges contre la nation » et « Comment en sortir ». C'est un ouvrage qui est consacré à la place prise par la justice dans notre système politique français. Vous êtes juriste et directeur des études de l'Observatoire des décisions de justice. Et dans votre travail, vous analysez ce que vous appelez une montée en puissance des juges face à la volonté populaire et aux représentants élus. Je vous propose de commencer par une question assez simple sur la situation actuelle. Vous estimez que la justice n'est plus seulement un arbitre neutre, selon ce que je lis dans votre ouvrage, mais qu'elle est devenue un acteur central du pouvoir politique. Pour quelles raisons, selon vous, est-ce que la justice a pris une place si importante dans la vie politique aujourd'hui? Alors, une question qui paraît simple et très large, les réponses sont multiples. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que on va peut-être se tourner vers le juge pour avoir des réponses que le politique ne parvient plus à donner ou qui ne parvient pas à donner dans les temps. Si on prend le simple exemple de l'innovation technologique, la personne va se demander, eh bien, que va-t-il se passer si je mets en œuvre telle nouveauté? On peut penser à l'utilisation d'un drone. Voilà. Un drone, c'est un avion télécommandé ou est-ce que c'est un avion? Et donc, quelle est la réglementation qui va s'appliquer? Ou alors, tiens, on avait des cigarettes, on est passé aux cigarettes électroniques. Ah, est-ce qu'une cigarette électronique, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le cigarette ou est-ce que c'est le électronique? Et quelles règles va-t-on appliquer? Et le législateur, le politique, les gouvernants, souvent vont mettre du temps à apporter des réponses. Or, par définition, le juge va apporter des réponses tout de suite. Le juge va pouvoir être saisi par des particuliers, dans le cadre de litiges entre personnes, et donc là, on va demander au juge de statuer, d'apporter une réponse, et celle-ci va nécessairement intervenir vite, beaucoup plus rapidement que le temps parlementaire. Et on a ici donc une réalité qui fait que le juge est accessible immédiatement. Alors, le juge pourra être instrumentalisé par des minorités de tout genre pour pouvoir obtenir une reconnaissance en justice de choses dont elles estiment qu'elles ne pourraient pas les obtenir par la voie légale. On a vu ça aux États-Unis, où c'est notamment par la voie jurisprudentielle qu'un certain nombre de gens, au nom de la clause d'égalité, ont réussi à obtenir le droit de se marier dans le cadre de mariage entre personnes de même sexe. Finalement, l'idée étant de réclamer du juge une déclaration selon laquelle, oui, l'égalité entre les personnes justifiait que celles-ci puissent se marier. Et donc, des fois, beaucoup plus rapidement que l'on ne peut avoir de réponse devant le législateur. Voilà, donc une des premières causes de cette montée en puissance du juge, elle est sans doute là, dans une société où tout s'accélère, eh bien le juge va se retrouver au centre des demandes et l'arbitre de ces demandes, de ces revendications, avant même le pouvoir politique. Mais alors, est-ce que ça signifie que les juges s'octroient des dispositions, des libertés qu'ils n'auraient pas normalement? Alors, c'est la raison d'être même du fait judiciaire
que d'apporter des réponses aux questions qui sont posées. Si on prend le droit français, le Code civil, dans son article 4, oblige le juge à trancher les litiges dont il est saisi. Et ici, un travail fondamental du juge, c'est ce qu'on appelle, alors un mot un peu technique, qui peut paraître barbare, c'est la qualification juridique des faits. Concrètement, et de manière simple, ça veut dire, les faits dont je suis saisi, les circonstances, à quelle catégorie juridique je dois les rattacher. Et une fois, et ce travail de qualification juridique permet ensuite de dire, ils sont dans la catégorie A, j'applique telle règle, ils sont dans la catégorie B, j'applique telle règle. Je vous parlais tout à l'heure des cigarettes électroniques, lorsqu'elles sont apparues, la question a été de dire, est-ce qu'il faut que je les fasse rentrer dans la catégorie des cigarettes, auquel cas il sera interdit de vapoter dans des lieux publics, ou est-ce que il faut un cadre ad hoc, un cadre particulier, parce que justement cette cigarette électronique n'est pas une cigarette. Le juge, quand il est confronté à une affaire, ici, va faire un choix. Il va faire le choix entre les demandes de l'un et de l'autre, entre le défendeur et le demandeur, et finalement, il va dire, non, je me mets dans tel cadre plutôt que dans tel autre. Et il le fait notamment en absence de loi. Tant que la loi n'a pas été fixée, tant qu'elle n'a pas déterminé un cadre, c'est au juge qu'il appartient de trancher. Et dans cette opération de qualification juridique, c'est-à-dire finalement, ce n'est rien d'autre que de déterminer dans quel cadre juridique on va fonctionner, on va trancher, le juge est quasi souverain. Je dis quasi souverain parce que on peut remettre en cause cette décision du juge, mais tant qu'il n'y a pas une décision, une prise de parole, une intervention du pouvoir souverain, le juge reste déterminant dans sa position et son choix. Vous parlez également dans votre ouvrage du Conseil constitutionnel. Vous estimez que ce Conseil constitutionnel est devenu bien plus qu'un simple contrôleur juridique. Vous considérez qu'il pèse aujourd'hui directement sur certains choix politiques. Est-ce que vous pourriez développer un peu dans quel cas précis ça s'est manifesté ? Alors, il faut d'abord revenir un instant sur la raison d'être du Conseil constitutionnel. La création du Conseil constitutionnel par la Constitution de 1958 répond à un certain nombre d'objectifs techniques et politiques bien précis correspondant à la France de l'époque, et il n'est absolument pas le Conseil constitutionnel que l'on connaît aujourd'hui. On n'est pas, au moment de sa création, dans la logique d'institution d'une Cour suprême. Le Conseil constitutionnel, lorsque Michel Debré, René Capitan, sous l'autorité du général de Gaulle, l'institue, a comme raison d'être un soutien actif de l'exécutif pour éviter les déviations du régime parlementaire. On est en 1958, le régime parlementaire fonctionne finalement depuis 1875, avec la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, donc on est sur 75 ans de fonctionnement, et un système totalement défaillant, une valse des gouvernements qui parfois durent quelques heures, des semaines entières pendant lesquelles il n'y a pas de gouvernement, des budgets, puisque c'est d'actualité, qui ne sont pas votés, qui mettent beaucoup de temps à être votés, et dans la rénovation que veut faire le général de Gaulle en 1958, il y a cette idée que désormais l'impulsion doit venir de l'exécutif, du gouvernement, et selon de Gaulle, du président de la République. Ainsi, en 1958, une des missions qui est donnée au Conseil constitutionnel, c'est le contrôle du contentieux des élections parlementaires. De quoi s'agit-il ? Au nom de la séparation des pouvoirs, jusqu'en 1958, sous les 3e et 4e Républiques, lorsqu'un contentieux se développait quant aux conditions d'élection d'un député ou d'un sénateur, le contentieux n'était pas donné au juge, au nom de la séparation des pouvoirs, mais c'est le Parlement lui-même qui statuait. La Chambre des députés recevait les contestations, les acceptait, les accueillait ou les refusait. Et on avait constaté des abus. Ainsi, en 1956, juste avant le changement de constitution, les dernières élections législatives de la 4e avaient vu près d'une trentaine de députés invalidés
concrètement, c'était des députés de l'opposition dont l'élection avait été annulée par les députés de la majorité. Cela avait été un scandale, et donc pour remettre en cause cela, en 1958, il y a cette décision de confier le contentieux des élections parlementaires au Conseil constitutionnel, avec l'idée que cela sera plus neutre et pas tributaire des velléités politiques de l'une ou l'autre chambre. Et c'est ainsi que on souhaite également que le Parlement ne soit pas en situation de contrôler au quotidien l'action du gouvernement par des motions de censure successives, et on donne ainsi au Conseil constitutionnel compétence pour vérifier le domaine de la loi, vérifier que le Parlement reste dans son domaine. Voilà. Michel Debré, dans sa présentation de la Constitution de 58, parle du Conseil constitutionnel comme une arme contre les déviations du régime parlementaire. Il s'agit donc d'éviter l'excès d'une assemblée toute puissante en rééquilibrant les pouvoirs en faveur de l'exécutif. Ça, c'était l'objectif en 1958. On en est évidemment très loin. Et il y a une bascule qui se fait au début des années 70, qui est le fait d'une part du Conseil constitutionnel, d'autre part de ce qui fut sans doute une erreur majeure de Valéry Giscard d'Estaing. Une décision du Conseil constitutionnel, c'est celle du 16 juillet 1971, qui avait été préparée l'année précédente, c'est ce qu'on va appeler la création du bloc de constitutionnalité. Alors, pour expliquer cela simplement, ça veut dire que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il vérifie si une loi est conforme à la Constitution, il n'entend pas la Constitution au sens strict, c'est-à-dire comme un texte constitué des articles 1 à 92 à l'époque, mais comme un ensemble de textes avec la Constitution elle-même, mais également la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et les fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors, cette extension des normes de référence du contrôle, des dispositions que devra respecter la loi, elle est révolutionnaire parce que il y a, dans la Déclaration des droits de l'homme, dans le préambule de 1946, des dispositions qui ne sont absolument pas déterminées de manière précise. Typiquement, le fameux principe d'égalité, visé à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, mais dont il est expliqué que cette égalité va fonctionner selon des catégories qui auront été déterminées elles-mêmes par le Parlement. Or, le contrôle vis-à-vis du principe d'égalité, aboutit à contrôler directement l'intention du législateur. Voilà. Et donc, c'est une extension très forte du pouvoir du juge constitutionnel par rapport à ce qu'il était avant. Mais cette décision de 71 n'aurait été rien si on n'avait pas eu la réforme faite par Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Cette réforme de Valéry Giscard d'Estaing, elle étend les auteurs du contrôle. Jusqu'à 1974, seuls les présidents de chambre, Assemblée nationale et Sénat, ainsi que le Premier ministre et le président de la République pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Il y avait donc 4 autorités. Ce qui, techniquement et politiquement, veut dire qu'il n'y avait finalement qu'une seule autorité qui pouvait avoir un intérêt à saisir le Conseil constitutionnel. Je m'explique. Dans la logique politique de la Constitution de 1958, telle qu'elle fonctionnait alors, si la loi est adoptée, c'est bien que le Parlement l'a votée et au moins l'Assemblée nationale. Donc la loi ayant été votée par l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale n'a pas d'intérêt à la contester. Si la loi a été votée, c'est que le gouvernement l'a soutenue. Donc le Premier ministre ne contestera pas cette loi. Et quant au président de la République, on sait que De Gaulle régnant, et c'était la même chose avec Pompidou, et jusqu'à une époque récente, on sait que lorsque la loi est adoptée, c'est que le président l'a voulu. On avait donc sur ces 4 autorités, 3 d'entre elles, président de l'Assemblée nationale, président de la République et Premier ministre, qui n'avaient aucun intérêt à saisir le Conseil constitutionnel. Il restait le président du Sénat. D'ailleurs, dans la décision de 1971 dont nous parlions à l'instant, c'est bien le président du Sénat qui avait saisi le Conseil constitutionnel. Et Valéry Giscard d'Estaing décide donc de faciliter la saisine du Conseil constitutionnel en ouvrant cette saisine à un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs. C'est-à-dire, concrètement, il permet à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel. Et cela va révolutionner la pratique. D'abord parce que il faut se figurer l'arène parlementaire.
À partir du moment où on rentre en discussion d'une loi, l'opposition sait que de toute façon, elle perdra. Elle est opposition, elle est minoritaire, donc sa voix ne sera pas entendue. Finalement, si on peut voir cette comparaison bucolique, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Elle peut se battre toute la nuit, cette chèvre minoritaire, contre le loup majoritaire. Elle peut se battre avec beaucoup d'ardeur, elle peut ralentir le moment fatidique, mais à la fin, c'est la majorité qui votera le texte. Or là, avec la saisine du Conseil constitutionnel, finalement, on ouvre une porte. C'est la victoire sur le tapis vert. J'ai perdu la bataille, mais en saisissant le Conseil constitutionnel, je peux obtenir qu'ils me disent « Eh bien oui, vous aviez raison ». Voilà, donc on va démultiplier le combat parlementaire. Ça veut dire que les députés, les sénateurs, quand ils rédigent la loi, vont d'ores et déjà penser aux critiques qu'ils apporteront ensuite à cette loi devant le Conseil constitutionnel. C'est ce à quoi aboutit la décision de 74. La révision constitutionnelle, de 1974. À titre d'exemple, jusqu'à 1974, on a environ 4 saisines du Conseil constitutionnel par an. Depuis 1974, sans compter les questions prioritaires de constitutionnalité, on est passé à près de 18 décisions du Conseil constitutionnel par an. Donc désormais, toutes les lois, ou quasiment toutes les lois, en tout cas les lois les plus symboliques, les plus importantes, les plus médiatisées parfois, passent devant le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, tout au long des années 80, va développer une jurisprudence constructive en encadrant de plus en plus l'action du législateur. Et il s'appuie pour cela sur quelque chose qui est très simple, qui est écrit dans la Constitution, qui nous dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et elles s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Ça veut donc dire que quand le Conseil constitutionnel prend une décision, on est obligé de la respecter. Alors, nous reverrons peut-être que on peut passer au-dessus de cette décision par d'autres procédures, mais dans un premier temps, on est obligé de suivre la décision du Conseil. Et celui-ci, eh bien, tout au long des années 80, ne va pas se priver d'étendre son contrôle, décision après décision, et contrôler toujours plus le contenu de la loi. Oui, une évolution en tout cas très surprenante à partir des années 80. À partir de là, il y a une extension vraiment du contrôle en disant la loi ne pourra pas dire cela, ou elle sera conforme à la Constitution uniquement si elle s'applique de telle manière. C'est ce qu'on appelle la conformité sous réserve. Et donc, ça va toujours plus loin, quoi. Vous dites également dans votre ouvrage que les juges ne se contentent plus d'appliquer la loi, qu'ils participent désormais à la fabrication même de la norme, qu'ils ne se limitent plus à appliquer la loi. Est-ce que vous pourriez développer aussi ce point ? Eh bien, le Conseil constitutionnel a développé ce qu'on va appeler la technique de la conformité sous réserve. C'est-à-dire qu'il reçoit le texte de loi contesté, l'examine et il va dire, cet article ne sera conforme à la Constitution que s'il est appliqué de cette façon. Et comme ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, cela signifie que le gouvernement, lorsqu'il va être amené à prendre les mesures d'application de la loi, les décrets, les circulaires, sera tenu par l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, finalement, lui tient la main. Et ce n'est absolument pas le rôle qui est le sien. Mais ça a été possible grâce à ce pouvoir, mais également parce que les forces politiques ont laissé le Conseil constitutionnel faire. Quel problème concret ça a posé au cours des dernières années, cette façon d'appliquer justement la loi et d'être tenu par ce Conseil constitutionnel ? Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Alors, ça amène déjà une première situation, c'est que le législateur, lorsqu'il rédige la loi, parfois est amené à se demander non pas si la loi est bonne ou mauvaise, si elle correspond aux vœux des Français, mais à faire des plans en se demandant si la manière dont il va rédiger sera acceptée par le Conseil constitutionnel ou pas. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, sachant que de toute façon le Conseil constitutionnel fait ce qu'il veut. Un exemple,
Il y a quelques mois, l'été dernier, l'été 2025, avait été adopté ce qu'on a appelé en France l'amendement Philippines, qui permettait le maintien en centre de rétention de certains étrangers faisant l'objet d'une OQTF et ceux de ces étrangers signalés comme particulièrement violents ou récidivistes, ayant déjà été condamnés. La durée maximale de rétention était de 3 mois et la loi décide de porter cette durée maximale de rétention à 210 jours, soit le maximum prévu dans le cadre de l'Union européenne. De ce point de vue-là, on se dit que la Suisse a la chance de ne pas faire partie de l'Union européenne. Donc le maximum prévu par l'Union européenne est appliqué dans plusieurs autres États européens. Donc on se dit que la chose est bonne, eh bien le Conseil constitutionnel va aller au-delà en considérant eh bien que cette durée de 210 jours de rétention n'est pas conforme à la Constitution française et va la censurer. Et on a eu dans un certain nombre de faits divers sanglants et dramatiques de la fin 2025 des auteurs de coups mortels qui étaient précisément dans cette situation. Et de ce point de vue-là, le Conseil constitutionnel, en censurant cet amendement Philippines, a du sang sur les mains. Est-ce que c'est quelque chose où il y a eu une prise de conscience par la suite, où il y a eu un recul, un pas en arrière du Conseil constitutionnel, des réflexions qui ont été élaborées suite à ces faits divers? Je crois qu'il est extrêmement difficile de se mettre à la place de chacun des 9 juges constitutionnels pour savoir dans quelle mesure ce qui se passe les fait évoluer. La vie nous fait tous évoluer. On a vu des déclarations récentes du président Sarkozy qui laissent entendre qu'il n'est plus tout à fait le même ou qu'il n'a pas tout à fait le même point de vue sur telle ou telle évolution politique que celui qui était le sien lorsqu'ils étaient aux affaires. On peut penser que du côté des juges constitutionnels, on a des choses semblables. Madame Noël Lenoir, qui fut au Conseil constitutionnel, se montre aujourd'hui assez critique de certaines des évolutions du Conseil. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous nous suivez sur YouTube, la première partie des émissions y sera toujours. Et afin de regarder la vidéo dans son intégralité, je vous invite à cliquer sur ce lien et rejoindre la plateforme Epoch TV, qui va aussi vous ouvrir la porte vers davantage de contenu premium, des articles d'analyse de l'actualité et des interviews. Je vous dis à bientôt et j'espère que cette offre enrichie vous plaira.